Certains des plus grands voiliers du monde font figure de rescapés. Ils ont résisté à tout, aux caprices du temps et de l'océan, au destin houleux de leurs propriétaires. Le Créole est l'un de ces voiliers blessés, frappés par le destin. Un voilier que l'on dit maudit, c'est pourtant l'un des plus beaux de sa génération. Il y a quelques années, on l'apercevait encore sur les eaux calmes de la Méditerranée. Il paradait fièrement comme pour effacer les souvenirs trop lourds d'une vie orageuse. L'histoire du Créole commence en 1926 dans la ville de Gosport, au sud de l'Angleterre, en plein hiver. Nous sommes chez Camper et Nicholson, l'un des plus prestigieux chantiers navals britanniques. Ici, on construit des navires de père en fils depuis 2 siècles. De ces ateliers sont sortis des bateaux qui ont à jamais marqué l'histoire de la plaisance. Et parmi eux, un chef-d'œuvre de 64 mètres, un yacht dessiné par l'architecte Charles Nicholson et commandé par un industriel américain richissime, un yachtman de talent, Alexander Cochrane. C'était un homme très malade et en 1926, il n'avait plus que quelques années à vivre car il était tuberculeux. Malgré sa santé fragile, Cochrane assiste au lancement de son bateau. L'historien anglais Ian Dear parle d'un baptême pas comme les autres. Un descendant de Nicholson a raconté que l'un des amis de Cochrane, un homme âgé qui s'appelait Fred Hughes, n'a pas eu assez de force pour briser la bouteille de champagne sur la coque. Et il a donc fallu faire une entaille avec un diamant pour être sûr qu'elle se casse, ce qui en fait est assez courant. Ce baptême manqué serait-il un mauvais présage? L'architecte Nicholson préfère ne pas y songer. Pour lui, le voilier est un bateau exceptionnel par sa taille et la hauteur de ses mâts. Ces mâts qui sont tellement hauts que le nouveau propriétaire, effrayé, décide de les faire couper. C'est donc un voilier amputé qui prend la mer en 1927. Sans surprise, la première sortie est une catastrophe. Le yacht est inconfortable, il roule et tangue horriblement. Déçu, le milliardaire américain abandonne son navire et le met en vente. Le deuxième propriétaire fut le Major Pope. C'était un marin passionné, sa femme encore plus. Ils étaient très riches. Ils possédaient des mines de charbon dans le Yorkshire. Et en 1920, ils ont tout vendu. La famille a vendu au bon moment et ils se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Sa fille m'a raconté qu'elle se souvient de son père assis dans le carré du Vira, remplissant le chèque pour l'achat du voilier. Et elle m'a dit, la main de mon père tremblait. Cela lui avait coûté 36 000 livres. Il l'a débaptisé, il l'a appelé Créole et a repeint la coque en noir. S'il a changé le nom du voilier, en fait, c'est parce qu'il avait un excellent cuisinier. Et on raconte que l'un de ses plats favoris était un mets créole, une sorte de dessert, je ne me souviens pas du nom exact. Le Major Pope va utiliser le créole pour participer aux grandes régates anglaises. C'est l'époque où chaque printemps, la bonne société noircit les quais de Cowes et les côtes de l'île de Wight pour admirer les grands voiliers. Pendant les semaines de régate, il y a du monde à bord, de la main-d'œuvre pour aider à la manœuvre. Les winches n'existent pas encore et les voiles se bordent et se hissent à la main en tirant sur les écoutes à l'aide de palans et de poulies. Le Créole ne navigue jamais sans son équipage au complet.
Il y avait un skipper professionnel avec son second, l'équipage et les serveurs. On était aux petits soins avec la famille du propriétaire et aussi avec les invités qui arrivaient en avion ou plutôt en train à cette époque. On naviguait jusqu'au port suivant où d'autres visiteurs étaient embarqués. C'était une époque très mondaine. Quand il ne régate pas, le navire fait des ronds dans l'eau, des sorties mondaines plus exactement, organisées par le Major Pope et son épouse, pour les amis et les connaissances. À bord, du luxe et de la décontraction, le voilier est un lieu de rendez-vous et de détente pour les gens du monde. Le destin du créole bascule une première fois tragédie avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le voilier est réquisitionné et transformé en chasseur de mines. Il a tout perdu de son élégance, ses mâts ont été sectionnés et transformés en bois de chauffage. Les missions que l'on réserve aux créoles sont périlleuses, du déminage au large de l'Écosse. Le navire manque de couler à plusieurs reprises. À la fin de la guerre, le créole n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est alors recueilli par le chantier qu'il a conçu par Nicholson pour être vendu. Difficile de trouver un acquéreur pour cette épave. Il faudra plusieurs années avant qu'un acheteur se manifeste. C'est un homme providentiel qui se présente. Il est riche et passionné par les yachts. Son nom, Stavros Niarchos, un armateur grec qui a fait fortune pendant la guerre. Niarchos s'approprie l'épave du créole et entreprend des travaux titanesques pour le remettre en état. Il en fait un palace flottant pour rendre jaloux l'un de ses plus fidèles concurrents, un autre armateur de renom, Aristote Onès. Les deux hommes sont rivaux et se disputent le leadership sur tous les terrains. Ils revendiquent le titre de plus grand armateur du moment par les plus grands yachts du monde. Ils sont même rivaux en amour, se souvient le journaliste Dimitri Libéropoulos. Tout commençait en 1947, après la Seconde Guerre mondiale à New York. Les deux hommes tombent amoureux de la femme. Eugénie Livanos, âgée de 16 ans, la deuxième fille de Stavros Livanos, le plus grand armateur du moment. Finalement, Onassis se marie avec elle. Alors, Niarchos n'a plus qu'une idée en tête, avoir cette femme. Dépité, Niarchos, qui possède toujours le créole, épouse la sœur de Tina, Eugénie Livanos. Dans les premières années de leur mariage, les époux Niarchos vivent en quasi-permanence à bord du créole. Le Pitéo suit la rigueur de mon patron. Quand on accède sur le bateau, les tâches réveillées à 6h30. Sans avoir pris le petit déjeuner, sans faire le moindre bruit, il fallait dans un premier temps laver tout le bateau et faire briller les cuivres qui étaient nombreux. Ensuite, l'équipage pouvait prendre son petit déjeuner. Tout cela sans le bruit. Il fallait que tu sois prêt à la disposition de quand il se réveillait. Il fallait que tout soit parfait, sinon, au moindre problème, il appelait le capitaine. Il est très exigeant. Il ne tolérait rien, même pas qu'une ampoule ne marche pas. Ah, on pouvait avoir des ennuis. C'est pour ça qu'on vérifiait tout, de l'ampoule jusqu'à l'eau chaude des salles de bain. À bord du créole, l'armateur va mener ses affaires tambour battant. Il navigue et en même temps. Partage temps entre mondanité et négociation de cargo à travers le monde. Bien sûr, il travaillait du matin au soir. Et jusqu'à l'aube, car il attendait la clôture de la bourse de New York pour savoir comment s'est passée la séance.
Ensuite, il allait se coucher. Il lisait toute la journée des dizaines de téléx, parfois de plusieurs pages. Il était au courant de tout, il suivait tout de près, il connaissait le nom des capitaines de tous ces bateaux. En près de 20 ans, Stavros Niarchos devient l'un des plus grands armateurs de son époque, grâce à une idée. Il devine avant tout le monde que le pétrole sera l'enjeu du XXe siècle. Alors il vend tous ses cargos et achète des pétroliers. Il accumule une immense fortune et règne tous les océans du globe avec son rival de toujours, Aristote Onassis. En 1970, Niarchos rejoint une île qu'il vient d'acheter au large de la Grèce. Il est à bord du Créole. C'est ici que se jouait une deuxième tragédie pour le voilier. On arrivait ici, dans l'île, à la fin de la saison, après avoir fait des croisières en Méditerranée. On arrivait, on jetait l'ancre, et M. Niarchos descendait à terre et rejoignait sa villa. Et il restait là, il vivait sur l'île. On restait parfois un mois et demi, ça dépendait de son humeur. Dans la nuit du 3 mai 1970, Eugénie, la femme de Niarchos, se trouvait morte sur l'île. Officiellement, on parle de suicide, mais la rumeur fait état d'une violente dispute entre les deux époux qui aurait eu lieu à bord du Créole. Niarchos aurait-il tué sa femme? Pourquoi? Des questions s'imposent, car les circonstances du décès sont étranges. Les soupçons pèsent de plus en plus fort sur l'armateur. L'enquête dure plusieurs mois, mais n'aboutit pas. Elle se solde même par un non-lieu. Le fait divers peut alors se perdre dans les eaux obscures de la dictature des colonels. Niarchos s'en sort bien, lui qui a toujours clamé son innocence, peut enfin refaire sa vie. Quelques mois après le drame, il épouse son amour de jeunesse, Liva, la sœur d'Eugénie, ancienne épouse d'Aristote Onassis. Quant au Créole, il est maudit et ne se relèvera pas de la tragédie. Niarchos l'abandonne avec son équipage à bord, il erre dans les ports de la Méditerranée et finit sa course au Pirée. Il n'y a plus personne à bord, plus de mondanité. Niarchos fait même savoir qu'il préfère couler son bateau plutôt que le céder aux acheteurs qui le convoitent. Trop de souvenirs. Un jour pourtant, le bateau va changer de propriétaire. Et c'est un courtier, Claude Schmitt, qui organise la transaction. Le bateau était inoccupé, il n'y avait plus que 2 personnes à bord, il n'était plus entretenu, il ne servait plus du tout. Là, c'est devenu évident qu'un jour à l'autre, il serait à vendre. Et un beau jour, je ne sais pas pourquoi, certainement le moment psychologique était arrivé et une offre qui avait été faite par des Danois, une école de voile, supposait-elle en tout cas, a été en tout cas considérée dans un premier temps. Enfin, on a pu rentrer en négociation. On croit à une renaissance. Les Danois veulent faire du Créole un navire-école. Finalement, ce sont de jeunes toxicomanes qui embarquent sur le navire. Transformé en centre de réinsertion, le yacht part pour un tour du monde. Il revient au bout d'un an, complètement défiguré, méconnaissable. C'est une épave qui doit à nouveau être mise en vente. J'étais vraiment heureux d'apprendre qu'il le mettait en vente et j'ai été le voir là-bas pour voir dans quel état il était. Et non seulement le bateau avait été cassé et aménagé d'une manière honteuse, mais en plus, l'état dans lequel on pouvait le voir au moment de la visite, c'était une porcherie. Il y avait des choses qui traînaient partout, des détritus. Ils avaient cassé à coups de hache. On voyait la trace des coups de hache. Donc, du fait du prix et du fait de l'état, j'avais pas un espoir démesuré de le vendre rapidement, effectivement. Et puis en plus, c'est bon, on peut dire que les clients pour ce genre de bateau, ça court pas les rues quand même.
Un beau matin, contre toute attente, un acheteur se présente. C'est un couturier italien en vogue, Maurizio Gucci. L'homme n'est pas encore célèbre, mais avec sa femme, il a un coup de foudre pour le créole. Ils vont donc s'offrir l'épave pour $1 million. Donc j'ai sorti d'abord la photo, c'est la première chose qu'il faut montrer quand on parle de bateau, la photo et le descriptif. Et cette photo, c'était celle-là. Et c'est de cette photo-là que Madame Gucci est devenue amoureuse. On a organisé sérieusement cette visite, à laquelle il est venu en force, avec femme, enfant, nounou, et on s'est approché du bateau. Et l'enthousiasme est né normalement, parce qu'il faut dire que c'est une chose grandiose, surtout vu d'un petit canot comme ça. C'est aussi blessé soit-il, l'oiseau était toujours magnifique. L'assistant de Gucci, Franco Crudelli, fut le témoin de cette soudaine passion. Il a toujours été passionné par la mer. Mais il a voulu acheter le créole parce qu'il pensait que c'était le plus beau bateau du monde, du point de vue esthétique et historique. C'est pour ça qu'il a voulu le restaurer, remettre à neuf quelque chose de magnifique qui autrement se serait perdu. À l'inverse, Madame Gucci voulait probablement y faire de grandes fêtes. Maurizio Gucci va commettre une erreur de taille. Il fait rénover le yacht dans un chantier qui ne connaît rien à la construction des navires anciens. C'est un nouveau coup du sort pour le créole. En 6 ans, le navire est entièrement rebâti. Il semble avoir retrouvé sa splendeur. L'intérieur flambant neuf est un musée. Luxe, bois précieux, œuvres d'art, tout y est. Il me racontait qu'il avait parlé avec un vieux marin allemand qui lui disait « Quand vous naviguerez sous les 40e rugissants, à votre avis, qu'est-ce que vous mangerez ? Une langouste sur une table horizontale montée sur cardan avec la belle vue ? Non, en fait, il fera tellement mauvais que vous pourrez tout juste manger un sandwich et aller le vomir par-dessus bord. » Les mauvaises surprises surgissent au moment de prendre la mer. Les 10 millions d'euros consacrés à la restauration n'ont servi à rien. Le créole est incapable de naviguer sous voile. Trop lourd, pas assez toilé, rien ne fonctionne à bord. Gucci est désespéré. John Bardon, le nouveau capitaine, n'en revient pas. La première fois que j'ai pris la barre du créole, j'ai senti un bateau qui répondait très mal par rapport à mon précédent voilier. Il était très lourd. Beaucoup plus lent que je ne croyais. J'ai dit, hissons les voiles et allons-y. L'équipage a hissé tout ce qu'il pouvait. Rien ne se passait, rien n'allait. Les voiles battaient au vent. Les drisses étaient trop courtes. Et une fois les voiles hissées, on ne pouvait plus les descendre. C'était assez ennuyeux parce que c'était comme ça pour tout. Comme si, depuis sa remise en état, personne ne s'était réellement posé le problème. Comment faire naviguer le créole à la voile ? Pour réparer les erreurs commises, Gucci revient aux sources du créole, en Angleterre, chez le voilier qui a conçu naguère le gréement du navire. Là-bas, un nouveau jeu de voile est créé. Dans l'opération, Gucci engouffre 300 000 euros supplémentaires. Marc Ratzel, le voilier, garde quelques souvenirs amusés des visites du couturier. Le seul problème que j'avais avec Maurizio Gucci,
était son obsession pour la mode. Comme il admirait beaucoup le travail manuel dans nos ateliers, comme l'apparence des voiles, un jour il m'a dit « Nous devrions créer une collection de sacs et d'accessoires Gucci qui ressemblent à des voiles ». Nous avions beaucoup travaillé sur ce projet et c'était sur le point de voir le jour. En 1995, Mauricio Gucci est au firmament de sa gloire. Il est devenu milliardaire et a bien l'intention de profiter du créole. Avec Maurizio, nous montions souvent dans l'annexe pour aller à quelques encablures. Après avoir arrêté le moteur, nous nous asseyions tranquillement pour admirer le créole. Quelle beauté! Quel yacht merveilleux! Les lignes de l'étrave, les proportions de la poupe, les mâts, c'est splendide. Tout est parfait. Je crois que le créole est un rêve. Un rêve que peu de gens peuvent se permettre de faire. Alors, si on a un rêve, autant qu'il soit beau, le plus beau possible. Le rêve de Gucci ne va pas durer. Une nouvelle fois, l'idylle vire au cauchemar. Le 27 mars 1995, à la sortie de son appartement, Gucci est abattu par un homme qui l'attend avec un pistolet, 2 balles dans la tête et dans le dos. Gucci meurt sur le coup. C'est la fin du rêve. Il faudra 2 ans d'enquête pour mettre la main sur l'assassin et c'est un véritable coup de théâtre. Patricia Gucci, ancienne femme du couturier et commanditaire du meurtre. C'est elle qui a payé un tueur à gages pour faire assassiner son mari par jalousie, dira-t-elle lors du procès. Celle que l'on surnommera la veuve noire est condamnée à 29 ans de prison. Et quid du créole, le bateau maudit? Il est une nouvelle fois abandonné avec son équipage. Le voilier serait-il frappé par une malédiction mystérieuse? Son histoire compte désormais trop de morts brutales. Plus personne ne veut de lui, et les marins qui sont à bord cherchent même à le faire désenvoûter pour qu'il ne porte plus malheur. Ils se rendent chez une voyante italienne, Teresa Imbroglio. I bring the one photo. Can you say something about it? Ce bateau s'appelle le Créole. Créole, oui, ça me dit quelque chose. Je me souviens d'un marin qui était venu me voir un jour. Il voulait que j'aille sur ce bateau pour faire partir les mauvaises ondes. Ça, je le fais pas, moi. Je me souviens qu'il me racontait que sur ce bateau, il entendait une musique étrange, dissonante, mystérieuse. Le seul esprit qu'il y a dans le créole, c'est son allure splendide sous voile. Vous savez, pour posséder ces grands yachts, les propriétaires doivent être vraiment riches. Il en faut de l'argent et ça prend du temps parfois. Puis ils vieillissent et naturellement il leur arrive plein de choses. Mais c'est un bon bateau, il a un bon fond. Depuis la mort de Gucci, le créole est amarré dans un port de la Méditerranée, abandonné aux mains des héritiers du couturier. Il est de plus en plus rare d'apercevoir sa silhouette. Le voilier trop lourd de souvenirs reste à quai. Histoire peut-être de se faire oublier, histoire d'enfouir un passé décidément trop trouble.